Bonjour, bienvenue à ce module de cours sur les modèles grand et petit signal des transistors MOS. Ça fait suite au module qui vous introduisait à la structure du transistor MOS et qui décrivait la physique de ces dispositifs. On a vu aussi à l'intérieur de ce premier module que, selon la fiche synthèse qui comparait le transistor MOS au transistor bipolaire, on s'attend à ce qu'il y ait des modèles petit signal de divers types, très similaires à ceux que l'on avait pour les transistors bipolaires. Donc, notre dispositif, notre transistor, on le voit ici illustré avec une polarisation qui serait imposée par deux tensions fixes. Bien sûr, on ne fait jamais ça comme ça, mais ça a la facilité, disons, de contrôler totalement les tensions de grille et de drain. Donc, si on venait contrôler les tensions de grille et de drain avec des sources, on pourrait venir se placer à n'importe quel endroit sur cette courbe de VDS-VGS et ça nous permettrait d'obtenir une famille de courbes. Vous allez faire quelque chose de ce type-là en simulation avec LT-SPICE. Donc, si on contrôlait VDS et VGS, on pourrait venir se balader sur l'une ou l'autre de ces courbes. On a mentionné un des points charnières extrêmement importants pour le transistor MOS, c'est le point de transition entre la zone triode et la zone de saturation. Bien sûr, ici, on a quantifié les tensions de grille. Toutes les tensions de grille sont possibles, et c'est un monde analogique, mais pour une tension de grille fixe, on a cette zone ici qui est une résistance commandée par la tension de grille avec un VDS faible. Ensuite, au fur et à mesure que VDS devient significatif, il y a un effet d'étranglement graduel du canal et plus on avance, plus le canal s'étrangle et plus le comportement devient non linéaire. Et à un certain point, il y a un étranglement du canal, un étranglement complet du canal. Et quand on arrive à ce point, on sort de la zone triode pour entrer dans la zone dite saturée. Et donc, dans la zone saturée, en première approximation, le courant va être constant avec la tension VDS. On se rappelle bien sûr et on s'attend à ce qu'il y ait une tension de Hurley. On va revenir sur le pourquoi de ça, mais les raisons sont très similaires à celles que l'on a vues pour un transistor NPN dans le cas d'un transistor M. Donc, si on y revient maintenant, on a nos courbes pour différentes valeurs de VGS et donc le courant dans cette zone est à peu près constant. Ici, on le montre constant. On a cette zone de transition et cette zone de transition s'obtient pour VDS exactement égal à VGS moins VT. Donc, moi, je trouve que c'est une équation qui est extrêmement pertinente et importante à se rappeler. Donc, quand VDS est tel que, quand, quand, euh, quand mon VDS est tel que c'est égal à VGS moins VT, c'est comme si je n'avais plus de polarisation apparente sur la portion du canal qui est impliquée. Donc, si j'ai par exemple 2 volts sur cette grille, il y a 1 volt de seuil, ben, quand il va y avoir 1 volt de VDS, la polarisation apparente que je vois entre la grille et le canal va être tout juste égale au seuil. Donc, c'est comme si j'avais plus assez de polarisation pour induire un canal à cette zone. Et donc, le transistor entre dans un mode de saturation. Le comportement des porteurs change. Ça cesse d'être un comportement ohmique. Ça devient en fait un comportement balistique. Et donc, les porteurs, les électrons, dans le cas d'un transistor N, se déplacent très rapidement et traversent ce qui reste de la zone du canal pour se retrouver au drain. Et c'est ce qui nous donne cette zone à courant constant.
Donc ça, c'est un exemple de courbe qui a été obtenu dans le cas d'un transistor dont le gain, donc le K', Kp fois W sur L serait de 1 milliampère par volt carré. Ce sont les unités typiques de ce gain. Donc, rappelez-vous, c'est K fois une tension au carré. Donc, c'est un peu normal que les unités soient celles-là. Donc, on prend cette courbe du transistor et maintenant on peut s'en donner un modèle grand signal. Donc, le modèle grand signal en zone saturée, c'est normalement là où on va utiliser le transistor pour faire des amplificateurs. Donc, pour faire des amplificateurs, comme je l'ai dit, mais je le répète ici, donc on reste normalement dans cette zone en bleu. C'est là où on veut être normalement pour faire des amplificateurs, parce que la caractéristique qu'on va rechercher, c'est cette caractéristique de source de courant, donc de source à l'intérieur duquel le courant qui passe est indépendant de la tension à ses bornes. Donc, une source de courant qui va être commandée par VGS avec cette expression qui est le gain du transistor, donc 1,5 kPW sur L, qu'on va souvent remplacer par grand K. Donc, on va dire grand K est égal à 1,5 fois K' fois W sur L. Donc, ça va être des synonymes, des choses équivalentes. Et fois VGS moins VT. Je vais peut-être prendre le temps de l'écrire. Donc, souvent, ceci, on va appeler ça grand K. Voilà. Donc, si on poursuit, donc on a cette courbe, on se rappelle les caractéristiques de cette courbe. Donc, le transistor, dans le mode grand signal, en bas du seuil, il y a un courant de 0. Au-dessus du seuil, donc au-dessus du seuil du transistor, c'est cette relation quadratique qu'on voit ici, et ceci est valide dans le mode saturé, c'est-à-dire donc quand VDS excède VGS moins VT, donc quand j'ai plus qu'une polarisation de un seuil entre la grille et le canal. Donc voilà, on poursuit. Donc, là, ici, on vous montre ce qui est attendu avec peut-être une caractéristique un peu exagérée. Il n'y a rien qui dit que dans ces courbes-là, les courbes sont à l'échelle et on peut faire l'échelle qu'on veut. Donc, typiquement, le genre de tension qu'on va prendre ici, ça va être un moins 100. Donc, si vous avez moins 100 de tension early, donc ça vous fait un point pivot. Et le point pivot, qui correspond à celui qui donne les pentes à vos courbes. Et d'où ça sort ce point pivot? Bien, ça sort du fait que vous avez une jonction PN au drain, vous avez une jonction PN à la source, et quand la tension de drain augmente, bien, il y a un effet de charge d'espace, comme pour le transistor bipolaire. Donc, la zone de drain va pénétrer à l'intérieur de la zone du canal et c'est ce qu'on va appeler la largeur effective du canal qui va être réduite. Et en réduisant la largeur effective du canal, comme le gain est en, si vous vous rappelez, si mon gain est en W sur L, si le L se trouve réduit par le fait de la polarisation inverse sur le drain, bien, je vais voir le courant augmenter. On voit bien que c'est une relation de type 1 sur L, ce n'est pas quelque chose qui est linéaire. Cependant, l'épaississement de la zone de charge d'espace, ce n'est pas non plus linéaire. Donc, un dans l'autre, ce que ça fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a, et c'est une approximation de la réalité. Donc, un point pivot, ce n'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton, coulé dans le silicium et qui est immuable, là, mais c'est grosso modo un point pivot qui est déterminé par la caractéristique de la jonction drain-substrat et qui, effectivement, correspond à un épaississement de cette zone de charge d'espace au drain qui vient réduire
la longueur du canal, la longueur effective du canal, et vient donc induire une pente de chacune des courbes. Donc, une pente comme ça, ben, vous savez ce qu'on fait avec dans un modèle grand signal. On vient la modéliser par une résistance R0 et d'une façon très, très similaire, donc cette résistance R0 qui est ici, et d'une façon très, très similaire à ce qu'on a vu pour l'effet Early avec le transistor bipolaire, mais l'expression pour cette résistance, c'est R0 est égal à VA sur ID. Très, très différent, voilà, de l'expression qu'on avait pour le transistor bipolaire, qui était R0 est égal à VA sur IC. Donc, c'est essentiellement la même relation. Donc, la résistance R0 de sortie du transistor, c'est la magnitude de la tension de Early, qui est toujours une grandeur négative pour un transistor N, divisé par le courant qu'on met dans le transistor. Et bien sûr, là, c'est vous, comme concepteur, qui avez le contrôle. Si vous voulez un R0 élevé, vous avez juste à faire ID petit. Et si vous faites ID grand, ben, automatiquement, quand vous faites ID grand, le R0 va être petit. Mais globalement, c'est quelque chose qu'on contrôle et qu'on va vouloir ajuster par la polarisation du transistor. Donc, ça, c'est donc le modèle en pi grand signal. Quand la tension est au-delà du seuil, que la tension VDS est plus grande que VGS moins VT, et cette source de courant est décrite par la constante. Et rappelez-vous, ça c'est notre grand K qui est égal donc à 1 demi mu Cox W sur N, et très souvent mu Cox, on va appeler ça K'. Donc tout est relié là-dedans. Là. Donc ce sont toutes des relations équivalentes. Donc c'est une bonne idée d'écrire une à côté de l'autre les différentes copies de cette relation avec grand K qui est égal à 1 demi fois mu Cox W sur L, donc la largeur du canal et la longueur du canal, et le K', qui est une propriété de la technologie, qui est le mu fois le Cox. Donc, on vous rappelle ici ce que sont chacun des paramètres, la mobilité, la capacité par unité de surface de la zone grille canal, la largeur du canal, et c'est intéressant, je viens de m'apercevoir en le lisant qu'il y a clairement une erreur dans cette planche. Ça, c'est la longueur du canal et ça, c'est la largeur du canal. Donc, il y a une erreur ici que je corrigerai en temps opportun. Donc, alors, on poursuit. Et donc, ce modèle de transistor, ce modèle grand signal, donc, une fois qu'on se dote d'un point d'opération Q, quiescent point, donc si on établit la tension de grille à une certaine valeur au point Q, on peut se déplacer autour du point Q sur un modèle linéarisé de cette courbe courant-tension. Et donc, dans ce modèle linéarisé, cette pente ici, ben, ça va être l'équivalent de la transconductance de votre modèle. Donc, autour d'un point d'opération, on va linéariser. Et quand on met un signal à l'entrée, on va se retrouver avec un changement de courant en sortie pour un changement de tension sur la grille. Et cette source de courant, donc on va venir projeter ce courant qui change à l'intérieur d'une résistance. Et en projetant ce changement de courant ici dans une résistance, ça va nous donner notre tension de sortie. Et on se rappelle toujours de nos conventions. Hein? Petit v, petit g, petit s, c'est le signal. V grand G grand S, c'est le total. Ça, c'est le total. Donc, le point de polarisation plus le signal. Puis ça, c'est le total. Le petit grand D. Vous avez la même chose ici sur l'autre schéma, qui est tel que je l'indiquais, cette pente ici de la courbe, c'est bien sûr la transconductance du transistor. Donc, si on ramène ça à l'intérieur
de nos équations qu'on peut maintenant manipuler. Donc, une relation qu'on a bien vue, et là, évidemment, pour simplifier, on prend le grand K qui est égal au 1 demi mu Cox W sur L, mu Cox étant le K petit K', généralement, ou K petit p. Donc, grand K est égal à 1 demi mu Cox W sur L, et la relation devient donc ID est égal à K fois VGS moins VT dans la zone de saturation. Et ça, c'est donc le courant total. On exprime ici que le courant total, c'est la polarisation plus le signal. Et bien sûr, on peut venir exprimer cette tension sur la grille qui est la tension totale comme la polarisation plus le signal. Ensuite, on peut développer le carré. C'est tout ce qu'on fait ici. On développe le carré. Et donc, en développant le carré, le terme VGS moins VT, donc grand K fois VGS moins VT élevé au carré, nous donne un premier terme ici, qui est le courant de repos. Ensuite, le deuxième terme, ça va être 2 fois VT fois, donc on va avoir le VGS moins VT fois VGS, donc VGS fois VGS moins VT multiplié par 2 fois K. C'est tout simplement le résultat d'élever au carré cette parenthèse ici, donc avec votre VGS moins VT fois VGS fois 2 multiplié par le K, terme du milieu. Et finalement, le dernier terme, ça va être quoi? K fois VT au carré, pardon, K fois VGS au carré. Donc, le premier, on a isolé le VGS moins VT. L'autre bout, on a isolé le VGS. Et le reste, le terme du milieu, c'est donc VGS, VGS moins VT. Donc, voici vos trois termes qui résultent de l'élévation au carré de cette parenthèse VGS plus VGS moins VT élevé au carré. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ceci, ça correspond au point de repos. Ceci, ça correspond à votre terme linéaire. Et ceci, ça correspond à la distorsion. Et on peut dire de façon intéressante que à cause du caractère quadratique de la relation courant-tension pour ce transistor, il n'y a pas de terme d'ordre supérieur. Donc, la distorsion dans un MOS, elle est au deuxième ordre. Il n'y a pas de distorsion au troisième ou au quatrième ordre tant qu'on ne va pas venir appuyer sur des tensions d'alimentation limites. Donc, à l'intérieur de la zone de saturation, la distorsion qu'on va avoir est un terme d'ordre 2. Et bien sûr, le classique est si V petit g petit s est petit devant VGS moins VT, donc l'excédent de polarisation que vous avez au-delà du seuil. Si je reprends mon exemple de tantôt, donc avec un seuil de 1 volt puis un VGS de 2 volts, ben, j'aurai un excédent ici de 1 volt. Et si le signal est petit devant cet excédent de polarisation qui permet au transistor de conduire, alors le transistor va être plutôt linéaire. Donc, si ceci c'est 1 volt et ceci c'est 10 millivolts, ben, le transistor va être pas mal linéaire parce que ça va être 10 millivolts élevé au carré. Donc, ce terme-là va disparaître, disons, dans des choses pas très significatives. Donc, polarisation, le terme linéaire et votre terme de distorsion. Et ceci étant le signal à l'entrée, ben on va dire ce terme qui est ici, c'est la transconductance du transistor. Donc, Gm va être égal à 2K fois VGS moins VT. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est une relation à conserver sur une feuille aide-mémoire parce que parfois, il va arriver, on ne vous donne pas le Gm dans un problème, on va vous donner le K, puis on va vous dire débrouillez-vous. Et donc, une fois que vous avez trouvé la polarisation, et là, effectivement, le Gm n'est pas une constante. Le Gm est une valeur qui varie
en fonction de la polarisation que vous avez sur le transistor. Vous pouvez aussi en déduire que vous pouvez contrôler le GM. Donc, le GM du transistor est quelque chose que vous pouvez venir influencer et moduler. Bien sûr, c'est normal parce que quand on revient ici, le GM, la pente que j'ai ici, puis la pente que j'ai là n'est pas la même. Donc, en polarisant le transistor plus fort, donc en allant plus loin par là, bien, je vais me retrouver avec une pente qui est plus élevée et je vais me retrouver avec un GM qui est plus élevé. Donc, c'est quelque chose que vous contrôlez comme concepteur. Donc maintenant, on revient avec une simplification de l'équation qui est tout simplement de laisser tomber le terme d'ordre 2 en disant c'est une distorsion qui est relativement petite et dans la mesure où VGS est petit devant VGS moins VT, le terme en carré est négligeable et je me retrouve avec un terme qui est, qui est lié au courant de repos, qui est la polarisation, puis un terme qui est lié finalement à la transconductance du transistor et la transconductance du transistor dépend de qu'est-ce que j'ai mis comme tension de grille, puis en fait comme excédent entre la tension de grille et le seuil. Donc, maintenant, on peut avancer vers nos modèles petit signal. Donc, le précédent était un modèle grand signal où on voyait explicitement la polarisation. Si on veut juste garder le modèle petit signal, le modèle petit signal d'un transistor en pi, ça va être, je rentre sur la grille et qu'est-ce que je vois, à la grille? Bien, je vois essentiellement un condensateur. Je n'ai pas de courant à fournir en régime continu à la grille d'un transistor MOS pour qu'il conduise. Je n'ai qu'à y imposer une tension, une polarisation. Donc, ça fait très bien quand vous voulez faire des tensions, des impédances d'entrée très, très grandes, ça va bien parce que, effectivement, le transistor ne va contribuer aucun abaissement de l'impédance d'entrée du transistor ou de la résistance d'entrée, je dirais. L'impédance, ce serait en fréquence et à haute fréquence, bien sûr, il y a une capacité parasite qui va ressortir là, mais pour le moment, à mi-bande, quand cette capacité entre la grille et le canal est petite, négligeable, à ce moment-là, il me reste quoi? Je vois sur la grille un condensateur et je n'ai pas à fournir de courant DC à ce condensateur pour le garder à une tension constante. De l'autre côté, je vois quoi? Je vois ma source de courant commandée par une tension, mon GMVGS, et donc ce GMVGS, dans le modèle en pi qui tient compte de l'effet de Hurley, donc avec le R0, c'est la même chose, où j'ai ajouté le R0, et on se rappelle donc que la transconductance de mon transistor, c'était le 2K fois VGS moins VT, et ce 2K fois VGS moins VT, c'était le terme qu'on avait ici. Et chose intéressante, c'est qu'on peut bien sûr se rappeler que quand on est au le ID, le courant de saturation d'un transistor, le courant de saturation d'un transistor, qu'est-ce que c'est? C'est le K fois VGS moins VT au carré. Donc, si vous prenez ce terme, que vous le multipliez par 4K, ça va vous faire 4K carré fois VGS moins VT au carré. Vous en prenez la racine carrée et voilà, merveille, la racine carrée de 4K fois le courant de polarisation du transistor, ben ça donne 2K fois VGS moins VT au carré. C'est direct. Donc, je répète, prenez ce terme, multipliez ça par 4K, prenez la racine carrée de l'ensemble, et donc la racine carrée de 4K fois ID, ça donne 2K fois VGS moins VT, qui, on s'en rappelle, c'est exactement le terme qui est là, qu'on appelle la transconductance du transistor. C'est le genre de transformation
qu'il est bon d'avoir sur une feuille aide-mémoire parce que parfois, on va jouer un petit peu avec vous pendant un examen. Des fois, on va vous demander de calculer le ID, mais on ne vous donne pas le GM. Donc, c'est à vous de calculer le GM. Vous avez le cas du transistor, mais c'est un problème où on vous demande de résoudre la polarisation. Vous allez calculer le ID, il va vous falloir calculer le GM pour être capable de trouver le gain de votre montage. Donc, GM sous deux formes, 2K fois VGS moins VT et racine carrée de 4K ID, et les deux disent un peu la même chose. Donc, le GM augmente quand le courant ID augmente, puis il augmente comme une racine carrée du courant de polarisation, et le GM augmente aussi avec l'excédent de polarisation de grille par rapport au seuil. Évidemment, vous voyez bien que c'est deux vues de exactement la même chose. Et on se rappelle que R0, c'était VA sur ID, qui est la tension de relais du transistor. Donc, là, on va jouer avec des modèles et on va faire des équivalences et des transformations qui peuvent sembler bizarres, mais qui vont nous permettre de faire, c'est un peu comme la botte de l'escrimeur ou le lemme du mathématicien. Ça a l'air trivial, ça a l'air banal, mais un petit peu plus tard, ça va nous permettre de faire des merveilles. Donc, euh, considérons notre transistor, notre modèle en pi de notre transistor. Dans certains cas de figure, on va avoir besoin d'une transformation de ce modèle-là pour visualiser le comportement du circuit. Donc, sans perte de généralité, je peux prendre ce modèle et dire la source de courant GM-VGS dans un monde mathématique où il n'y a aucune erreur, et donc je pourrais avoir une source de courant de valeur GM-VGS et une deuxième source de courant de valeur GM-VGS, et le fait de mettre deux sources de courant qui se poussent l'une dans l'autre, ça ne change rien, puisque le courant qui y passe est indépendant de la chute de tension au travers d'une source de courant idéale. Donc, ben, si ça ne donne rien, pourquoi je le fais? Bon, ben, ce qui est intéressant de pourquoi on le fait, c'est que si on fait une deuxième transformation, là, on va dire le courant qui passe là-dedans, c'est GMVGS. Donc, je suis en train de m'acheminer, je viens de créer une tension ici en disant, imaginons que la tension qui est là, c'est la tension que je veux. Donc, et sans perte de généralité, je vais dire, je vais venir imposer la tension qui est ici sur le point X au milieu. Et on a dit une source de courant. Le courant qui passe dans une source de courant est indépendant de la tension qui y passe. Merveilleux. Donc, en connectant ce point, et là c'est un peu délicat et un peu paradoxal, on dit il n'y a pas de courant qui passe, il n'y a pas de courant qui passe, mais prenons ce point où il n'y a pas de courant qui entre et connectons-le au point X, comme ça. Et en le connectant au point X, on va dire, hey, c'est quoi ça? Un élément dans lequel il passe un courant GM-VGS quand j'impose exactement VGS sur la grille. Ben ça, on pourrait appeler ça une résistance ou une conductance. Donc, une conductance de valeur GM, donc une résistance de valeur 1 sur GM, si j'imposais une tension qui est exactement égale à VGS, il y aurait dans ce composant un courant qui est exactement égal à GM-VGS. Et regardez où est-ce qu'on est rendu. On est rendu pratiquement à un modèle en T. On a fait une transformation d'un modèle en pi vers un modèle en T. Et pourquoi c'est intéressant? Comprenez qu'il y a une équivalence mathématique. Donc, chacune des étapes, la théorie des circuits vous permet de le faire et il n'y a aucune approximation de passer de là à là, de là à là, de là à là. Donc, si ce modèle était juste,
ce modèle est également juste. Vous savez bien sûr qu'on a négligé le R0 là-dedans. Là. Donc, on peut passer de là à là, à là, à là, et ça nous donne maintenant une transformation qui nous donne un modèle en T équivalent, et on ne l'a pas juste postulé, on l'a dérivé, qui est intéressant. Et est noté cependant que bien qu'il y ait une résistance ici, l'impédance d'entrée, elle est toujours infinie. Et ça, c'est un peu ce qui va être paradoxal quand on va vous demander de trouver la résistance d'entrée d'un voltage avec un transistor MOS. Il y a cette branche dans laquelle il n'entre aucun courant. Donc, ça n'a aucune influence sur la résistance d'entrée du montage parce que le courant qui passe là-dedans, en fait, vous pouvez visualiser que c'est le courant GM-VGS. Cette tension a induit un courant commandé, et quand ce courant commandé est injecté dans une résistance de valeur 1 sur Gm, ça donne un potentiel qui est égal au potentiel qui est là. Donc, on vient de boucler la boucle. Donc, si j'ai une source GM-VGS, une source de courant idéal GM-VGS, qui pousse son courant dans une conductance 1 sur Gm, ça induit une tension GM-VGS, et donc ça induit GM-VGS fois 1 sur Gm, donc exactement VGS. Et si j'avais VGS, si j'ai VGS à ce point et j'ai VGS à ce point, que je connecte ou que je ne connecte pas, il ne passe pas de courant. Donc, on a bouclé la boucle. Maintenant, à partir de ce modèle, c'est quoi le modèle? Si on avait un R0 ici, donc on pourrait rajouter notre R0 ici, et notre R0 reviendrait entre D et S, qui est le modèle en T complet, avec un GM, VGS et un 1 sur GM, et bien sûr, toujours pas de courant qui rentre là-dedans. Donc, quand on va avoir besoin d'un modèle en T, on va pouvoir invoquer ce modèle et s'en servir. Et ce coup-là, des deux sources de courant, une dans l'autre, c'est quelque chose dont on va se servir dans l'analyse de certains circuits un petit peu plus difficiles. Donc, des exemples. Je sais que je vous ai surchargé de théorie avec les deux premiers modules, considérant donc un premier exemple, l'exemple d'un amplificateur, un premier amplificateur basé sur un transistor MOS, et où vous venez mettre une résistance de 10 mégaohms entre le drain et la grille. Ce faisant, ça fait quoi? Ça vous place dans le mode VGS est égal à VDS. Donc, si on fait un petit retour arrière et qu'on s'amène ici, donc si je me place, je vais faire un peu de ménage, faire un petit peu de ménage là-dedans. Si je me place au point VDS est égal à VGS, ceci étant la courbe, en fait c'est celle-là que j'aurais dû prendre. Si je me place, décidément, si je me place ici, je reviens ici, ceci étant, un peu de couleur, donc, ceci étant la courbe VDS est égal à VGS moins VT, la courbe VDS est égale à VGS, elle va être à VT à droite. Donc, la courbe VDS est égale à VGS, elle est VT à droite, ça. Et cette courbe qui est VT à droite, si je vous demande dans quel mode est le transistor quand GVD S est égal à VGS, bien forcément, étant VT à droite du point de transition entre la zone triode et la zone saturée, il est évident que le transistor doit être dans le mode saturé. Donc, c'est donc un montage qui est très simple et facile et qui nous amène automatiquement avec une polarisation dans le mode saturé. Donc, le transistor est nécessairement saturé
et il va se comporter comme un amplificateur. Donc, si vous voulez, vous êtes perdu sur une île déserte, vous avez deux résistances et un transistor MOS, ben, ça va vous donner un amplificateur. Ça va vous donner un amplificateur d'impédance d'entrée relativement élevé. Vous avez ce 10 mégaohms qui est ici, et vous avez votre pointeur. Je fais, voilà. D'accord. Donc, vous avez cette résistance de 10 mégaohms ici, et vous rentrez, vous voyez quoi en rentrant? La résistance de 10 mégaohms et le transistor MOS. Donc, forcément, c'est un circuit qui a une très grande impédance d'entrée. Ça ne prend pas grand-chose pour le faire fonctionner, et il est auto-polarisé, ce qui est extrêmement intéressant. Notez qu'à ce point-ci, dans le cours, le module sur la polarisation des transistors MOS, c'est le suivant. On n'a pas encore discuté de calcul de polarisation, et pour se faciliter la vie, ben on fait une analyse avec un circuit qui est auto-polarisé parce que VDS est égal à VGS, donc on est VT à droite de la zone saturée et on est saturé. Et là maintenant on peut, maintenant qu'on a compris la zone saturée, et on est saturé, et là maintenant on peut, maintenant qu'on a compris l'idée du circuit, on peut calculer. Notez qu'on s'est donné donc deux condensateurs qu'on appelle infinis. Bon, une valeur de condensateur qui est suffisamment grande pour qu'à mi-bande, dans la région d'intérêt, il se comporte comme un court-circuit signal. C'est ça le code de ce qu'on veut dire par un condensateur infini ici. Bien sûr, on ne va pas mettre un condensateur infini, mais on le met avec une valeur telle qu'à la fréquence d'intérêt, il se comporte comme un court-circuit en signal. Et là, on vous donne un certain nombre de paramètres. Donc, vous avez le K' fois WL pour calculer donc la polarisation du transistor, en fait le gain du transistor. Donc, à 1,5 volts, on vous dit quand il y a 1,5 volts, rappelez-vous bien sûr que implicitement là-dedans, là, ce qu'on veut être capable de calculer, c'est la transconductance du transistor. Et on vous donne une tension de Early de 50 volts, ce qui va nous permettre de calculer un R0. Et donc, on vous demande de calculer le courant de drain au repos, le gain de tension, la résistance d'entrée, la résistance de sortie. Et remarquez qu'on fait ça avant d'avoir vu les modules polarisation, on fait ça avant d'avoir vu le module sur les configurations. C'est donc une configuration basique qui est analysable dès maintenant avec nos modèles petits signaux. Donc, on revient à notre montage et on a, et rappelez-vous, et là c'est le petit tour de passe-passe, là, on vous donne K'W sur L dans le problème, mais ce qui compte pour le calcul du courant, c'est 1/2 fois ça. Et c'est un piège commun que si vous l'oubliez à l'intérieur d'une question d'examen, mais vous allez être un facteur de 2 à côté et vous perdez vos points. Donc le grand K, c'est 1/2 fois K' fois W sur L. Donc si j'ai un KP de KPW sur L de 0,25, ben, le grand K va être de 0,125. Avec VGS est égal à VDS, parce qu'il n'y a pas de courant de grille, on peut prendre l'équation pour le courant dans le mode saturé, parce que forcément, le transistor est dans son mode de conduction dit saturé. Donc, ce n'est pas l'amplificateur qui est saturé, rappelez-vous bien, c'est le transistor qui est saturé. Donc, avec ce courant de saturation, c'est donc K fois VGS moins VT au carré, et avec VGS est égal à VDS, vous pouvez maintenant résoudre pour K. Donc, K, donc le VGS, ça va être quoi? Ça va être VDD moins RDID moins VT, et donc vous avez 15 volts moins RDID, donc 15 volts moins RDID moins 1,5 au carré. Et là, vous voyez sortir le classique. ID est une fonction de ID et systématiquement, quand vous voulez trouver le courant de repos
d'un transistor MOS, vous allez toujours aboutir à devoir résoudre, si on ne vous donne pas le courant de repos et que vous devez trouver le courant de repos à l'intérieur d'une polarisation d'un circuit avec un MOS, systématiquement, il va vous falloir résoudre la quadratique. Donc, cette relation est donc une quadratique. On doit euh, euh, restaurer nos termes ou replacer nos termes pour avoir notre quadratique, notre équation quadratique classique, pour être capable de dire ID va être égal à moins B plus ou moins racine de B2 moins 4AC sur 2A. Apprenez-le comme une chanson si vous vous en rappelez pas. Donc, vos termes de votre quadratique, vous les injectez dans le modèle et là, vous obtenez, bien sûr, une quadratique, ça a deux racines. Donc, quand on regarde une quadratique, ça a deux racines. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire là? On est en train de dire que si vous avez une quadratique, quand vous avez une quadratique, je vais essayer de faire une parabole, une quadratique, ça a deux racines. Et quand on regarde les deux racines, d'habitude, en fait, dans ce montage, et c'est systématique. Dans des circuits à transistors MOS, il y a toujours une des deux racines qui correspond à un point qui n'est pas possible. Pas possible au sens où, si vous tentez d'aller à ce niveau de courant, effectivement, ça vous sort de la zone d'opération où vous devriez être. Donc, on a cette quadratique qui est ici, on la résout. Donc, le courant ID va être égal à moins B plus ou moins racine de B2 moins 4AC sur 2A. Ça nous donne deux valeurs, 1 mA, 1,72 mA. Et quand on fait ça, là, on doit réfléchir. Si j'avais 1,72 mA de courant dans ce transistor, il y aurait 17,2 volts de chute. S'il y avait, à partir de plus 15, 17,2 volts de chute, il y aurait moins 2 volts. S'il y aurait moins 2 volts, s'il y avait moins 2 volts, avec moins 2 volts, le transistor serait bloqué. Donc, il est clair que la solution 1.72 ne peut pas être la bonne parce que l'hypothèse de départ était on est au-dessus du seuil et le transistor est dans un mode saturé. Et avec ces hypothèses-là, cette solution correspondrait non pas à un transistor en conduction, mais à un transistor bloqué. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'on arrive à la conclusion que cette solution n'est pas valide parce qu'elle viole les hypothèses de départ. Et la bonne réponse est ID est égal à 1,06 mA. En fait, et donc c'était, j'aurais dû peut-être le souligner ici, donc la solution était 1,06 mA. Et si j'ai 1,06 mA fois 10 kΩ, ben ça me donne 10,6 volts de chute. Et si je pars de plus 15 moins 10,6, je vais avoir un VDS de 4,4, qui est donc le premier exercice qu'on vous proposait dans ce module. Et donc, maintenant, on vous demande, faites-nous le modèle petit signal équivalent. Donc, vous pouvez tracer votre modèle petit signal équivalent, donc avec la résistance RG, le GM-VGS, R0, RD, RL. Donc, ça vous donne votre modèle petit signal équivalent. Là, maintenant, on peut calculer notre GM. Rappelez-vous, je vous ai dit, c'est une des équations à garder sur votre feuille aide-mémoire. GM, c'est la racine carrée de 4KID. Donc, le grand K, on l'a calculé comme étant 0,125 mA par volt carré. Donc, racine carrée de 4KID, ça vous donne le GM. Maintenant, vous venez de trouver votre GM. Parce que vous avez votre courant, vous pouvez aussi résoudre pour le R0. Donc, si on nous dit que la tension de Ehrlich, qui était une donnée du problème, est de moins 50 volts, donc ça veut dire que le R0 devient 47 kΩ. Là, maintenant, pour trouver la résistance d'entrée et le gain, en fait, observez,
on n'a pas encore d'équation qui nous donne le gain. En fait, on va la dériver ici. La force de ce modèle petit signal, c'est qu'il est toujours applicable. Donc, même quand vous n'avez pas la formule, vous pouvez créer la formule. Donc, le modèle petit signal, résoudre avec le modèle petit signal, vous permet de créer la formule que vous n'avez pas dans votre catalogue de formules. Donc, on peut faire ici une analyse de Kirchhoff au nœud D. Donc, on retourne pour se rappeler où on est. Le nœud D, c'est le nœud de sortie. Donc, si on fait une analyse de Kirchhoff au nœud D, on a donc un GM-VGS plus V0 sur R équivalent est égal à GM moins VGS moins V0 sur RG. Bon, évidemment, ça aide de regarder le schéma en même temps qu'on fait ça. Donc, si j'ai un GM-VGS, donc on regarde, on va essayer de voir les deux en même temps. Le courant qui sort, c'est GM-VGS. J'ai un courant qui sort de V0 sur R équivalent, de V0 sur R équivalent, et R équivalent, ça va être R0 en parallèle avec RD en parallèle avec RL. Et donc, comme il n'y avait pas de résistance de source, la résistance R0 se repliait à la masse, le RD se repliait à la masse, et le RL tombait en parallèle. Et donc, les trois en parallèle, c'est R équivalent. Donc, VD sur R équivalent, c'est un courant sortant, qui est ce terme-ci, Et là, le troisième terme, dans ce modèle, c'est que comme VDS est égal à VGS, VD est égal. Donc, comme j'ai VDS ici, je suis en train de faire un lapsus. Donc, retournons au schéma. Je suis en train d'aller juste un petit peu trop vite. Qu'est-ce qu'il y a entre le drain et la source? Ben, il y a ma résistance de 10 mégohms qui est ma RG. Et donc là, je vais venir mettre ma RG dans le montage et j'analyse ma RG et l'impact de ma RG. Donc, je peux résoudre avec ma RG ici. Donc, dans le nœud, il y a un courant sortant qui correspond à VGS moins V0 sur, regardons-le comme il faut pour avoir le signe, OK? Donc, les courants, ça c'est un courant qui est sortant du nœud. Le courant sortant du nœud serait VD moins VG divisé par RG. Mais là, on a décidé de le mettre de l'autre côté. Donc, ça va être VG moins VD divisé par RG. Donc, le VGS moins le Vout divisé par RG. Si vous regardez les deux en même temps, c'est la solution correcte. Et donc, là, on a écrit notre Kirchhoff au nœud de sortie et ça nous permet de résoudre pour le gain. Le gain, ça va être quoi? C'est Vout sur VI. Vout est ici. VI, c'est VGS. Donc, on peut résoudre pour Vout divisé par VGS à mi-bande. Et c'est une manipulation algébrique directe à partir de ces expressions. C'est sûr que sur un médium de visuel comme je suis en train de le faire, c'est un petit peu laborieux, là, mais prenez le temps de l'écrire sur une feuille et vous allez voir que ceci est une transformation directe et c'est une transformation directe de cette équation où on a résolu pour VO sur VGS et on peut vraiment vous demander de faire ça dans un problème. Donc, prenez le temps de faire la résolution de cette équation en l'écrivant vous-même pour constater que le gain AV, c'est moins GM R équivalent plus R équivalent divisé par RG divisé par 1 plus R équivalent sur RG. C'est une forme assez classique pour tous les problèmes en MOS. Et finalement, on peut dire quand RG est grand, si RG est grand par rapport à la résistance équivalente, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez à dessein mis un 10 mégohms là. Donc, si R équivalent est plus petit que 10 mégohms, par exemple, serait de 10 kiloohms. 10 kiloohms sur 10 mégohms, ça va vous donner 1 millième. Ce terme va disparaître, ce terme va disparaître, et ça va vous donner un gain qui, en première approximation, est moins GM-R équivalent, et c'est le cas si RG est beaucoup plus grand que R équivalent. Donc,
j'ai un gain qui est égal à GM R équivalent. C'est à peu près presque toujours ça que vous allez avoir dans tous les circuits à MOS, comme le source commun et la grille commune, une forme de GM R équivalent auquel va s'appliquer un terme de correction. Il y a une chose qui est intéressante à sortir de l'analyse, qui est un peu paradoxale. Si on vous donne ce montage et qu'on vous demande, c'est quoi la résistance d'entrée du montage? Une solution intuitive à ça, c'est de dire, hey, je vois une 10 mégohms, puis là, je suis connecté sur quelque chose d'infini. Donc, ça va être quoi ma résistance d'entrée? On pourrait penser que c'est 10 mégohms, mais ça ne l'est pas. Si pour la trouver, on peut regarder le courant I-in, qui va être V-in moins V0 divisé par RG. Et comme le V0, c'est moins AVII, donc on peut substituer et constater en appariant que c'est VI fois 1 moins AV sur RG. Et constater quelque chose qui est assez fascinant ici. Donc, cette résistance qui est ici a été divisée par un terme en 1. En fait, elle a été divisée par 1 moins AV. Et vous aviez ici un AV de moins 3,3. Donc, en le remplaçant là-dedans, ça vous donne RG sur 4,3 qui vous donne 2,33 mégaohms. Cet exemple, il est un peu truqué en passant. Donc, c'est plus que juste un petit exemple parce qu'on va voir plus loin quand on va faire les analyses de réponse en fréquence. On va voir un théorème qui s'appelle le théorème de Miller. Et là, ce qu'on vient de dériver, c'est le théorème de Miller sans l'appeler par son nom. Donc, c'est le théorème de Miller, sans l'appeler par son nom, qui est le fait qu'une résistance ou une impédance entre deux nœuds, entre lesquels il y a un gain, on peut la transformer et la ramener à la masse comme la valeur de ce composant divisé par 1 sur 1 moins AV, résultat un petit peu contre-intuitif. Donc, c'est quoi la résistance d'entrée du montage? C'est ni l'infini, c'est ni la 10 mégohms, mais c'est la 10 mégohms divisé par 1 sur 1 moins A, pardon, divisé par 1 moins AV. Et en fait, on a résolu le problème dans cet exercice. On a résolu en faisant un Kirchhoff de courant au nœud de sortie à partir finalement du modèle petit signal. Donc, je vous répète, quand vous vous retrouvez face à un circuit pour lequel vous ne possédez pas la formule qui donne la réponse pour la grandeur recherchée, en fait, vous devriez retourner au modèle petit signal équivalent, puis à faire un Kirchhoff au nœud qui vous intéresse pour un peu torturer les équations jusqu'à temps que les grandeurs que vous voulez sortent, à savoir le gain de tension qui est V-out sur V-in et le gain de la résistance d'entrée qui est le V-in sur I-in, et on a maintenant complété la solution de ce problème. Donc, pour ce qui est du R-out, le R-out, c'est quoi? Le R-out, c'était si j'impose une tension en sortie, normalement, ce qui va se passer, c'est qu'on court-circuite. Il y a quand même quelque chose de pas banal qui se passe dans ce montage-là. Pour obtenir le R-out, on est censé court-circuiter toutes les sources de tension indépendantes qu'il y a dans le montage. Et ce qui est intéressant et peut-être un peu contre-intuitif dans ce cas de figure-là, c'est que quand on fait ça, on s'aperçoit que le RG, en fait, participe au R-out. Et donc, c'est un cas de figure où il y a une rétroaction, il y a une interaction entre la sortie et l'entrée. C'est quelque chose où, au début du cours, on a parlé des modèles de quadripôle. Et une des problématiques avec les modèles de quadripôle, c'est quand vous imposez quelque chose en sortie, il est censé revenir rien à l'entrée. Mais dans ce montage-là, ce n'est pas vrai. Donc, une des limites du modèle quadripolaire serait en fait violée dans le cas présent.
Et donc, quand on veut trouver le R out, qui est aussi, il y a un petit bout contre-intuitif là-dedans, on s'aperçoit bien que si on dit que la résistance de sortie, c'est le V out sur le courant injecté dans le nœud de sortie, que ayant tué la source indépendante, VGS devient 0, GM VGS disparaît, donc ça devient un circuit ouvert, et je reste avec le R équivalent qui est en parallèle avec le RG, donc avec R0 en parallèle avec RD en parallèle avec RG, d'accord, qui devient la résistance de sortie du montage. Ceci termine le module. Merci de votre attention.